pour votre présence. Moi, aujourd'hui, je me suis arrêtée au titre, au nom du festival, Ballet Masque. Je me suis laissée interroger par ça, tel que c'était le masque tel qu'il était porté aujourd'hui, enfin, le masque d'aujourd'hui. Et bon, c'est vraiment une variation, c'est pas du tout de l'érudition, c'est de l'ordre de l'intuition et d'une invitation à l'écoute. De quoi ce masque que l'on porte est-il le révélateur, ou est-il révélateur de quelque chose, tant au point de vue personnel qu'au point de vue social. Donc je me dis aussi, est-ce que le nom du festival n'était pas aussi une invitation à se révéler aussi? Est-ce qu'on dit balai masque, mais il ne suffit pas de demander aux autres de baisser les masques. Hein, voilà, qu'est-ce que je fais de mon masque? Je ne sais pas si on est là pour le moment. Donc je me suis demandé de quoi ce masque apparu sur nos faces à tous quand même, presque du jour au lendemain, était-il le révélateur? Mais je me le suis demandé en faisant semblant de ne pas le savoir. Quand je dis faisant semblant, c'est que depuis qu'on le porte, je ne peux pas m'empêcher de le penser, je reçois des patients qui le portent, qui ne le portent pas, donc effectivement, c'est comme si je savais un petit peu. Puis là, je me suis dit, de quoi il est le révélateur, je ne sais pas. Et en quoi le nom donné à ce festival est une invitation à révéler ou à se révéler? À révéler quoi? À révéler qui? Invitation à cesser de taire ou de se taire, de ne plus se réfugier derrière la dissimulation ou à ne plus jouer avec le faux semblant, sachant que par ailleurs c'est fantastique de jouer avec le faux semblant. Ou alors donc le moins possible. À ne plus dissimuler la vérité. Alors je me dis c'est vraiment un noble projet, s'il en est un. Je pense qu'on ne peut pas trouver de réponse à ça, c'est vraiment qu'un questionnement. Hein, mais je pense qu'en même temps, c'est vraiment, pour nous, psychanalystes au sens là, je pense que c'est important aussi de vraiment se poser la question de qu'est-ce qui est venu nous dire ce masque, parce que je pense aussi qu'une fois il sera retiré des faces de chacun, quelque part, il perdurera aussi sur nos faces. Il ne suffira pas de le retirer pour retirer ce qu'il est venu dire et porter. Et ça, je pense que c'est en ce sens-là, donc c'est vraiment l'ébauche d'un questionnement. Donc, est-ce que cette proposition balai masque n'est pas une invitation à montrer son vrai visage plutôt qu'à le dissimuler, à ne plus se réfugier derrière aussi son symptôme ou le symptôme social? C'est de quoi le masque est-il le symptôme, tant au point de vue personnel qu'au point de vue social? Donc, acte psychanalytique s'il en est un, tenter de déchiffrer ce qui se dit au-delà de ce qui est dit, de ce qui semble être dit. Non. Le port d'un masque, alors là je ne parle pas de le masque sanitaire, hygiénique, médical, pardon. Le port d'un masque, d'une façon générale, est le symbole d'une démarche quand même personnelle, apparemment consentie. Hein, puisque les motivations du geste ne sont pas toujours conscientes, mais on choisit de porter un masque pour participer par exemple à un festival. Donc porter et afficher un masque relève quand même d'une démarche individuelle qui permet de participer volontairement à une fête collective. Même dans un carnaval où tout le monde est masqué, chacun choisit son masque. Tout le monde n'a pas le même masque. Hein. Son masque il révèle un aspect plus ou moins attendu de sa personnalité, le temps de la fête. Et effectivement, donc, il révèle quelque chose en même temps qu'il cache. Donc le port du masque est donc moins une obligation dans ce cas qu'une invitation à jouer temporairement. C'est à la fois une clé, un sésame pour participer à des festivités. Donc plutôt festif. Et c'est un acte quand même de participation plus que de soumission. Les masques sont alors des objets d'art, le plus souvent, que l'on choisit d'arborer pour participer à une mascarade joyeuse et avouée. En psychanalyse, dans un second point, on découvre que le masque est une construction intime. Ça, je pense, ça a beaucoup été abordé, effectivement. J'ai malheureusement pas pu assister ni regarder toutes les participations, mais je le ferai. Donc peut-être qu'il y aura des redites, mais je pense qu'il y a effectivement une notion je l'ai déjà entendu tout à l'heure, là, en effet, la notion de masque a déjà été, en tant que faux self ou personnage, pas mal abordée. Mais donc en psychanalyse, on découvre que le masque est une construction intime, en vue de se protéger socialement parlant. Il permet de faire bonne figure, le masque, même s'il est invisible, de faire bonne figure en public, de jouer à l'adulte. Il ne touche d'ailleurs pas uniquement la face, hein,
comme le laisse entendre le faux self. Hein, le masque, on parle de masque, mais c'est vraiment tout l'être qui est touché. Il concerne la personnalité, le sujet dans son indivisibilité. Quand j'appuie toujours sur l'indivisibilité psychosomatique. Hein, on apprend à séparer, mais c'est vraiment l'individu, c'est l'indivisibilité. Donc ce masque, le masque qui apparemment ne touche que la face quand on le dit, il a un effet sur la personnalité tout entière. Entre parenthèses, on peut penser aussi que le simple fait de porter ce qu'on appelle aujourd'hui le masque, effectivement, non seulement porte atteinte au visage, et là on pourrait faire référence à Lévinas, mais maintenant je pense qu'il a des conséquences, des répercussions sur l'ensemble de notre personnalité. Hein. Donc le masque tel qu'on le conçoit en psychanalyse n'est pas en lui-même répréhensible puisqu'il est une sauvegarde. Mais cependant, il s'apparente quand même à une sorte de mensonge, puisqu'il nous contraint à dissimuler nos sentiments à force de les dissimuler aux autres. Hein. Mensonge aussi, c'est pareil, c'est pas d'un point de vue moral, c'est même Sonia, est-ce que c'est le songe de l'esprit ou l'esprit du songe, hein, avant de devenir un acte répréhensible et condamnable. Ainsi, c'est parce que les adultes jouent un rôle, portent un masque, que l'enfant à son tour sera enclin à tricher avec la vérité et à se construire, à s'inventer un masque qui peu à peu, à son tour, apparaîtra comme sa vérité pour participer au carnaval des humains. Alors là, en travaillant dessus, je suis tombée sur un texte que j'avais écrit il y a quelques années dans le cadre d'un livre qui s'appelle L'enfant qui dérange et quand l'enfant nous dérange, il nous éclaire. Et où j'avais abordé la question du symptôme chez l'enfant. Et donc c'est pas le texte que je vais vous dire, mais ça m'a rappelé que Maud Manoni, qui est une clinicienne que j'aime infiniment, enfin pas vraiment, dénommait le symptôme de l'enfant comme son déguisement. Hein. Je cite, elle disait « Son déguisement, c'est-à-dire son symptôme, est l'expression d'un langage codé qui n'est créé qu'à l'intention de l'interlocuteur, dit-elle. C'est pourquoi chaque symptôme est comme une signature personnelle qui se laisse déchiffrer dans le cadre d'une relation. » Et je trouve ça intéressant entre le déguisement, le masque, ça fait un peu la même chose qu'on dit, on va à un bal masqué, souvent on va se déguiser. Hein, donc voir là, de quoi là aussi donc, ce déguisement qu'on porte sur la face est-il le symptôme. C'est ainsi que l'on peut comparer le masque à un symptôme. De quoi de nouveau je repose la question, est-il le révélateur? De quoi est-il le symptôme? Et le symptôme personnel, familial, social. À nous d'entendre le symptôme à la fois comme une énigme, à nous psychanalystes ou patients, à nous d'entendre le symptôme à la fois comme une énigme et comme s'il nous est adressé pour que l'enfant, ou l'analysant plus tard, se sente transféré compris dans une relation. Alors, le symptôme en tant que déguisement de Maud Manoni ne va pas s'en rappeler. Alors ça, je m'arrête, c'est-à-dire le faux self de Winnicott, le concept de personnage de Jung et celui de masque chez Adler. C'est toujours quelque chose qu'on retrouve à travers des mots différents. Ainsi, l'écoute analytique, mais autre, l'écoute se place-t-elle entre ce qui se montre, ce qui se laisse ou se donne à voir, et ce qui se dissimule par-delà les apparences, ce qui peut être entendu derrière ou à travers ce qui se voit au moyen de ce qui se montre. Cette vérité sous-jacente qui craint de se dire mais qui aspire tant à être reconnue. La psychanalyse ainsi invite à se mettre à l'écoute de ce qui se passe sous le déguisement et à ne pas identifier la personne, le patient à son symptôme, à porter son attention sur sa vérité subjective, à percevoir qui il est, qui il fut enfant sous son faux self naissant, à le restituer, à le resituer dans son histoire intime. Et nous, enfants devenus adultes, ou adultes se croyant être devenus adultes, on peut continuer à se demander qui sommes-nous, les uns et les autres derrière nos masques. D'une certaine façon, entrer dans le monde des adultes pour l'humain que nous sommes, c'est se condamner à faire bonne figure, tout en négligeant que derrière les jeux d'adultes et leur comportement, l'enfant continue à vivre désemparé, plus souvent qu'avoué. Alors, l'obligation de porter un masque aujourd'hui, et là je dis bien, je ne mets pas en cause les raisons
de santé, enfin, des raisons qui président à la nécessité de porter un masque chez chacun. C'est plutôt, j'ai envie d'interroger ça, du fait que c'était la santé, la politique se mêlait de la santé très directement. Donc le masque est obligatoire. Bon. Après, qu'est-ce que chacun en fait, hein? L'obligation de porter un masque joue avec la crédulité de l'enfant qui a naturellement envie de grandir, de participer au monde social. C'est-à-dire que là, c'est quand du coup, je ne parle pas du masque sanitaire, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'obligation. Le faux self, c'est aussi un désir de participer au monde tel qu'il est. Mais ce masque-là, donc je ne sais pas si je suis claire, je suis un peu emmêlée, je vous prie de m'excuser, entre faux self ou persona ou masque chez Adler, ce masque est d'une certaine façon un passeport. Hein, je veux dire passeport. Car bien qu'il offre un faux visage en dissimulant le vrai, il est d'abord une protection, là on pense là, construite en réponse à un mécanisme de défense pour surmonter, compenser ou sublimer sa vulnérabilité. Mais là encore, quand il s'agit de faux self ou de masques psychologiques, il y va plus ou moins du libre arbitre de chacun. Il entre une part de choix personnel et le non-port du masque n'est pas sanctionné par la loi. Bon, toute proportion gardée, c'est effectivement, certaines personnes considérées comme fous peuvent être sanctionnées, ou effectivement, mais malgré tout, c'est quand même des cas qui restent exceptionnels. Adultes, c'est par convenance que nous avons été amenés à adopter un masque. On le supporte aussi bien que possible, mais au détriment de notre sincérité. Jusqu'au jour où, symptômes aidant, on se tourne par exemple vers la psychanalyse pour faire tomber son masque et renoncer au faux semblant. Et ça, c'est quand même une démarche assez extraordinaire de la psychanalyse, moi qui me réjouit toujours à quel point, oui, c'est quand même aller à l'encontre de l'inconnu en soi, de la vérité intime, et donc oui, de faire tomber le masque. Et c'est là où j'avais envie de faire le rapprochement entre en quoi porter un masque et le faire tomber, ou à un moment donné de notre vie, le retirer quand nous l'imposer, pour être aussi considéré peut-être comme l'occasion d'aller un peu au plus profond de sa propre vérité pour chacun de nous, non pas une vérité sociale. Donc, renoncer à faire semblant, je disais. Mais qu'en est-il de ce masque que nous sommes contraints à porter aujourd'hui, matériel, inesthétique, sanitaire, hygiénique, tel un uniforme, qui certifie notre appartenance à la communauté obéissante au nom de la santé? Parce que c'est vrai que quand la santé est en jeu, on ne peut pas se permettre de ne pas le porter. Je prendrai plaisir ici à faire référence à Pascal, le philosophe des pensées, que citait récemment mon amie Elsa Godard, psychanalyste et philosophe, que je trouve une fille vraiment assez magnifique dans son authenticité. Elle est interviewée dans Philosophie Magazine, et donc citant Pascal, elle disait, c'est une phrase que j'ai découverte de Pascal, et ça m'a complètement émue, parce qu'il dit, il faut se connaître soi-même. Quand cela ne sert pas à trouver la vérité, cela sert au moins à régler sa vie, et il n'y a rien de plus juste. Et je trouvais ça intéressant de voir que dans Pascal, dans ce philosophe, on connaît presque tous le connais-toi toi-même, qui est attribué à Socrate, mais je ne pensais pas à cette démarche-là. Et je trouvais ça joli qu'il entende dire, cela sert au moins, parce que quand il parle de vérité, il parlait de vérité avec un grand V, bien sûr. Nous, en psychanalyse, on parle de la vérité avec un petit vrai, et puis on va en quelle cette vérité, et c'est fantastique de la trouver. On s'aperçoit que celle de l'un n'est pas celle de l'autre, mais on ne cherche pas la vérité absolue. Donc là, il dit quand ça ne sert pas à trouver la vérité, ça sert au moins à régler sa vie, et il n'y a rien de plus juste. Et dans un langage un peu vieillot, je trouvais ça intéressant comme proposition de dire, c'est l'acte psychanalytique par excellence, arriver à bien régler sa vie. Donc se connaître soi-même, c'est s'interroger sur ce qui nous pousse à porter un masque. C'est peut-être trouver la parole que n'avait pas l'enfant, que nous fûmes et que nous restons, et qu'il s'est interdite, car l'articuler sans porter de masque ne lui fut pas autorisé. Ainsi, le masque que l'on adopte même avec notre consentement est aussi ce qui empêche de dire et de se dire. Et celui que nous portons aujourd'hui, à l'instar du personnel médical dans les hôpitaux, est bien sûr là pour se protéger et protéger les autres, mais il est aussi une convention à laquelle nous sommes obligés de céder si nous ne voulons pas être punis, exclus, montrés du doigt. Car ici, il se trouvera toujours une justification pour contraindre. Et en même temps que bannir celui qui ne se plie pas à la contrainte.
en lisant là ce que j'ai remis, je me dis, il y a le fait aussi que ce soit un masque chirurgical, parce qu'au départ, il y avait pas mal de personnes qui essayaient de se faire des masques jolis, les coups, tout ça. Maintenant, le fait que ce soit un masque chirurgical, là aussi, il y a quelque chose qui se dit de la société qui ne nous appartient pas forcément, sans compter que pas mal de personnes, finalement, s'autorisent presque à être des personnels soignants parce qu'ils portent un masque sans être vraiment forcément un médecin, mais il y a aussi de l'inconscient professionnel qui se glisse en elle. Il en résulte que la bouche avec ce masque est dissimulée, on reconnaît la personne, c'est-à-dire qu'on le chat, on entend moins. Donc il est dissimulé chez la personne qui parle, qui s'adresse à l'autre, comme chez celle qui le reçoit, et le sourire est banni. Alors moi j'entends beaucoup de gens dire, ben oui, donc si on voit le sourire et tout avec les yeux, on va être tous très très ridés ici pour arriver à montrer le sourire derrière le masque, mais le sourire c'est quand même particulier. Bien sûr le regard peut sourire, mais le sourire avec la bouche est quand même une particularité assez extraordinaire dont nous sommes privés. Donc la contestation est interdite ou ridiculisée, c'est-à-dire que quand l'enfant conteste, on le fait taire, hein, ben là aussi, nous aussi, on fait taire l'enfant en nous. Le risque est alors que le masque se transforme en bâillon, c'est-à-dire en bandeau. Le bâillon, c'est un bandeau ou un tampon mis entre les mâchoires ou sur la bouche de quelqu'un destiné à le faire taire, à l'empêcher de parler et de crier. Ce masque, d'une certaine façon, peut alors être pris comme le symptôme qui nous mènera à reprendre ou à trouver la parole, comme c'est le symptôme qui mène à l'analyse pour libérer celle-ci. Ce masque qui nous permettra de ne pas se laisser empêcher tout en respectant la nécessité et le désir de participer à la communauté, de se protéger tout en veillant à ne pas porter atteinte aux autres. Parce qu'il ne s'agit pas du tout de dire le retirer, on s'en fout, c'est pas dans ce sens-là, c'est penser ce qui nous est imposé comme protection, est-ce que c'est vraiment une protection? C'est vraiment penser dans ces termes-là. Donc, tout en continuant à se protéger, tout en veillant à ne pas porter atteinte aux autres, ce qui ne peut se faire en termes de santé que si l'expression n'est pas empêchée. Ça, c'est important, on ne peut pas dire au nom de ta santé, tu fais ça. Hein, c'est quoi? La santé, c'est aussi la capacité de s'exprimer par la parole, s'exprimer par le corps, par le mouvement. Tout un art auquel nous initie la psychanalyse que de retrouver cette liberté qui inclut le respect de l'autre et donc celui de soi, ou le respect de soi et donc celui de l'autre. On le voit, il s'agit moins de dénoncer à l'instant un système du même ordre que celui qui nous oblige à adopter un faux self, que de ne pas céder à ce qui interdit la parole et qui, de fait, par voie de conséquence, interdirait le sujet. Il s'agirait plutôt d'interroger, une fois de plus, ces dysfonctionnements, les dysfonctionnements du système. C'est donc à travers cette réflexion une invitation à la pensée que je proposais ici, au questionnement, et que je serais heureuse d'aller plus loin en mettant aussi à l'écoute de vos impressions, de vos réactions, celles qui se posent ou qui se sont posées à vous quant au port de ce masque, non plus le voir à travers le prisme de la sécurité ou de la santé en tant qu'obligation sanitaire, puisque celle-ci fait bien peu de cas de ses répercussions en termes de santé, que ce soit d'un point de vue psychologique ou physiologique. La santé, nous le savons, n'est pas uniquement physique, pas plus qu'on ne pourrait l'imaginer, uniquement psychique. Pourquoi est-ce que je me permets de dire que cette obligation du port du masque fait peu de cas de la santé? D'une part, parce que cette obligation joue avec la peur, avec la menace, avec la culpabilité, et au niveau inconscient avec le chantage. D'autre part, parce que ce masque empêche aussi de respirer. Moi, ça m'a quand même frappé de voir qu'une maladie respiratoire, effectivement, boucher les voies respiratoires. Voilà. Et par rapport à des patients, j'ai vu à quel point ils retrouvaient leur respiration quand ils s'autorisaient à le retirer une journée au bord de la plage. D'autre part, parce que ce masque empêche de respirer alors qu'il s'agissait d'une maladie qui provoquait de la détresse respiratoire. De nombreuses personnes très respectueuses des mesures sanitaires ont attrapé le Covid et se sont trouvées dans des stress respiratoires. Vous l'aurez compris, il ne s'agit en aucun cas d'inviter à ne pas porter le masque, mais au contraire d'inviter à penser en termes de santé psychique ce qui nous conduit chacun personnellement à le porter. Parce que là, je trouve ça magnifique d'écouter chacun
effectivement de sortir de cette relation conflictuelle, les pros et les anti, ça d'une laideur épouvantable, cette façon qu'on a de nous poser des étiquettes, d'être en l'intérieur de nous, de notre pensée, alors qu'une multiplicité de raisons, d'explications, et qui fait que petit à petit, chacun suivant son chemin, arrive là où il doit aller, et cessant d'être dangereux pour lui, j'ai envie de dire, c'est d'être dangereux pour les autres. Donc c'est ce cheminement moi qui m'intéresse, et j'ai ma grande lubie en ce moment, enfin ça fait quelques années, mais c'est vraiment, j'aime l'image des fleurs des champs. Le coquelicot, j'ai toujours aimé le coquelicot, il est très à la mode depuis quelques années, il y en a dans Paris, ça me réjouit. Et je me dis, mais dans les champs, il y a des bleuets, il y a des coquelicots, il y a des boutons d'or, il y en a tant d'autres. Ils ne sont pas là pour se battre. Tous ensemble, ils sont tellement jolis. Bon, mais moi, j'ai plutôt envie de nous voir de vous voir effectivement comme un champ de fleurs où chacun a sa personnalité, où il y a cette cohabitation possible, où il n'y a pas une doxa, et que c'est là où peut être la vraie source de la santé. Donc, on voit combien le symptôme masque Covid pose des questions éminemment psychanalytiques. Écouter les peurs, les inquiétudes, les inquiéter, sans plus les étouffer, sans attendre que notre sécurité dépende d'un dispositif extérieur. On peut penser aussi qu'une fois le masque en apparence retiré des visages, c'est ce que je disais tout à l'heure, il continuera à être porté tel un invisible faux self. Et donc là aussi, une fois qu'on l'aura retiré, peut-être parce qu'on nous aura eu la culpabilité de l'avoir porté, ou la culpabilité de l'enlever, ou d'autres raisons. Donc aussi, une fois comment le retirer au-delà du geste. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore une minute ou pas. J'ai pas Pardon. Oui, c'est messieurs. Non. Voilà. Les 2 minutes. Voilà, ce que c'était justement. Je terminais comme ça, puis au moment où je terminais cette communication, que j'avais choisi de ne pas aborder sous un angle politique, car ce n'est vraiment pas de mon ressort, même si ça interroge le politique, je reçois une information, comme on reçoit des alertes, qui était titrée « Sous le masque du Covid, la numérisation intégrale de la société ». C'était le point de vue d'une journaliste. Il ne s'agit pas de l'adopter ou de le refuser, mais d'entendre à quel point l'obligation du port du masque peut être aussi entendue comme une dissimulation, plus que comme une protection. Est-ce qu'il s'agirait d'un faux self politique, l'obligation, ce serait une question. Donc tous les messages, toutes les conduites méritent et nécessitent, si on s'y arrête, d'être traités avec attention, non pas en tant que croyance, vérité ou mensonge, mais en tant que possible, et surtout dans la mesure où elles se font l'écho de singularité, ce qui nous est quand même très précieux en psychanalyse, quand on parle de la singularité, et je pense que c'est vraiment ça, j'ai toujours envie de continuer à interroger, tant et tant c'est merveilleux quand la singularité s'affirme et se révèle chez quelqu'un qui s'estimait souffrant, et qui l'était. Donc c'est les messages, les conduites, qui se font l'écho de singularités qui n'ont pas à être dressées les unes contre les autres, mais être entendues, prises en compte, car chacune d'elles a eu recours au masque, au faux self, etc., pour tenter de se faire entendre. Qui prend le risque de s'exprimer à contre-courant s'octroie le droit de faire tomber un peu son masque, puisqu'il fait l'effort d'une tentative de décryptage de la signification du masque des soi-disant adultes. Parce que ça, moi je maintiens que le faux self, par exemple, c'est ce qui nous permet de devenir adulte, mais en fin de compte, non, c'est ce qui nous permet de jouer à l'adulte. Tandis que quand vraiment on se met à l'écoute de soi, tout à l'heure le mot de métamorphose a été prononcé, effectivement, on sent cette métamorphose qui nous permet de devenir là où quelque part l'empreinte du faux self n'avait fait que interrompre ou bloquer notre croissance. Bon, pas physiquement, bien sûr. C'est aussi le principe analytique où l'analysant se met à nu dans l'espace analytique et en aucun cas il ne peut s'agir d'utiliser cette nudité pour juger ce qu'elle vient nous dire. Bien sûr, analystes, nous le sommes dans un espace dédié à cette activité, mais en ce qui concerne la responsabilité collective, nous le restons quand même un peu dans l'espace public, ne serait-ce que pour inviter, oui, au respect, c'est-à-dire c'est pas l'injonction au respect, quand je dis invitation, c'est une démarche. Le moi n'est pas maître en la demeure, disait Freud, ce qui est vrai d'un point de vue de l'inconscient individuel, l'est aussi d'un point de vue de l'inconscient collectif, qu'il soit social, familial, historique, politique. Qu'est-ce qui se dit derrière ce qui se dit? Qu'est-ce qui se montre dans le geste qui cache? Qu'est-ce qui se dit
de ce qu'il cache, qu'est-ce qui se dit aussi de celui qui impose l'autre de cacher, de dissimuler au nom de sa santé. C'est en quête de l'impensé pour le penser que nous partons en tentant de comprendre au-delà des apparences et d'entendre ce que dit le masque, du discours dominant et ce qu'il cache. Le masque reste une énigme qui appelle un déchiffrage collectif pour accéder à l'au-delà des apparences qu'il revendique. Alors le dernier mot, la joie de participer, je ne sais pas ce que j'ai écrit, je le redécouvre. La joie de participer à ce festival, ce week-end, aurait été d'avoir permis de faire tomber un peu les masques, tout en permettant de participer à la société, mais de façon mieux assumée, mieux consentie, quelle que soit cette façon, qui ne peut être qu'unique parmi les autres. Je vous remercie.